Emmanuel Macron qui était donc à Mulhouse, en effet, hier dans l'hôpital militaire de campagne, installé au plus près de ces hôpitaux du Grand Est qui sont particulièrement touchés par l'épidémie. Sibeth Ndiaye, il a annoncé cette prime exceptionnelle et des heures supplémentaires majorées pour l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés. Alors, question sur cette prime. Lucile et d'autres voudraient en savoir plus. Immédiate, quel sera son montant? Quand sera-t-elle versée et à qui? Nous allons essayer de faire en sorte que les annonces du président de la République soient applicables le plus rapidement possible. Donc Olivier Dussopt, Gérald Darmanin sont d'ores et déjà au travail avec Olivier Véran pour faire en sorte que les soignants voient se traduire ces annonces de manière concrète. L'objectif, il n'est pas de dire que leur dévouement s'achète, mais il est bien de comprendre que c'est important, à travers ce soutien exceptionnel, de pouvoir reconnaître leur engagement dans la crise qui est la nôtre aujourd'hui. On peut dire que c'est un soutien qui va arriver, soutien, récompense donc, qui va arriver quoi, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, ce sera décidé, ce sera précisé et ça arrivera très vite. Alors, il a été décidé par le président de la République d'avoir cette prime nouvelle en direction des soignants et donc les modalités pratiques seront mises en place dans les tout prochains jours. Je ne suis pas certaine que ça puisse être mis en place pour la paye du mois de mars compte tenu de l'organisation administrative, mais ce sera mis en place le plus rapidement possible, effectivement. Fonctionnaires, a-t-il dit, les fonctionnaires mobilisés, c'est-à-dire, il voulait parler des agents publics hospitaliers? Alors oui, notamment, on sait aujourd'hui qu'on a de nombreux fonctionnaires dans les hôpitaux qui ne sont pas forcément des personnels soignants, mais qui sont eux aussi au front parce que les agents hospitaliers, ceux qui font le nettoyage dans les hôpitaux, ceux qui participent à la désinfection des hôpitaux sont évidemment sur le pont. On le comprend bien, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est indispensable dans l'organisation des hôpitaux. Les cadres qui sont non soignants aussi sont là, encore une fois, au front dans la gestion de cette crise. Et donc, il est tout naturel qu'eux aussi puissent voir une revalorisation à travers cette prime de leur salaire. Bon, on comprend que le président a fait ses annonces hier. Il va falloir maintenant que l'intendance, entre guillemets, suive côté gouvernement. Il a aussi annoncé un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières pour l'hôpital. Un plan massif pour l'hôpital une fois la crise du coronavirus passée. Plan massif, quelle sera son ampleur ? Alors, je voudrais souligner que d'ores et déjà, dans le projet de loi de finances rectificative que nous avons présenté en Conseil des ministres, il y a de l'argent qui a été provisionné pour l'hôpital, de l'argent qui servira à acheter du matériel, de l'argent qui servira à faire face à cette crise. Ce sont 2 milliards d'euros que nous avons d'ores et déjà engagés dans la lutte contre le coronavirus dans les hôpitaux de France. Et puis, évidemment, le président de la République l'a dit dans sa première intervention, cette crise, elle doit nous aider à changer de paradigme parce que ce que nous vivons aujourd'hui est inédit. Ça nous interroge évidemment beaucoup sur la manière dont on doit se réorganiser dans la suite. Et d'ores et déjà, il a souhaité que nous puissions réfléchir à un vaste plan qui permettra d'avoir de l'investissement massif dans les hôpitaux. Je veux aussi souligner que depuis le début du quinquennat, nous n'avons pas méconnu la situation de l'hôpital public et que nous avons petit à petit, à travers un plan général de réorganisation, c'était Ma Santé 2022, porté par Agnès Buzyn, que je veux saluer ici, mais aussi à travers un plan d'urgence pour les urgences, effectivement aussi. Nous avons d'ores et déjà mis de l'argent dans l'hôpital public, augmenté les moyens de l'hôpital public avec ces fameuses dépenses de l'Ondam. Mais nous voulons aller plus loin parce que il est important, après la crise que nous avons vécue, de regarder comment est-ce que nous pouvons faire encore plus et encore mieux pour l'hôpital public en France. Encore mieux. Il l'a rappelé, le président, qui avait déjà eu assez, mais sans doute pas suffisamment. Ça veut dire que l'hôpital qui réclame depuis des mois, vous le savez bien, des investissements massifs, le gouvernement va faire l'effort spectaculaire qu'il n'a pas encore fait, simplement. Nous avions évidemment entendu le cri des soignants. La situation de l'hôpital public, elle ne date pas de ce quinquennat, elle ne date pas du quinquennat d'avant, elle résulte d'années et d'années au cours desquelles le choix qui a été fait était un choix budgétaire qui visait à réduire les moyens de l'hôpital public. Il y a eu des choses importantes qui ont été réalisées, je ne le nie pas, dans les années précédentes, mais on a vu aussi qu'à un moment donné, on arrivait, permettez-moi cette expression, à l'os, et qu'il fallait que nous puissions redonner des moyens, redonner de l'oxygène
d'oxygène à l'hôpital public. C'est ce que nous nous sommes attachés à faire Sibeth depuis Ndiaye, bientôt ce plan 3 ans. sera-t-il Et c'est ce que nous différent allons amplifier dans les années à venir. Ce plan sera-t-il différent des autres? C'est tout. C'est la question qu'on est en droit de se poser. Il sera différent, il sera plus important, il sera à la mesure de la demande. Il y aura de l'argent. Il sera évidemment un plan massif, c'est ce que le président de la République a dit. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir répondre aux difficultés qui sont celles de l'hôpital public dans la continuité de ce qu'on a déjà effectué, évidemment, mais en l'amplifiant. C'est le souhait du président. Dans ce discours qui était finalement assez long hier, le président a par ailleurs appelé à l'unité. Je cite, « Dans la guerre contre le virus, je vois les doutes et les facteurs de division et le flot de fausses nouvelles. » C'est-à-dire ? Eh bien, je crois qu'on est dans un moment quand une nation fait face à une crise de cette ampleur, une crise que je crois qu'on peut qualifier d'exceptionnelle, d'inédite dans l'histoire contemporaine de notre pays. C'est important que chacun comprenne qu'à la place qui est la sienne, il a un rôle important à jouer. Il y a bien sûr les soignants, cette première ligne sur le front sanitaire. Il y a aussi tous ceux qui travaillent parce que ils sont dans l'agroalimentaire, ils sont dans la logistique, ils sont dans les usines d'emballage en carton, parce que ils exercent des métiers qui se font en présentiel. Ils y vont parfois, je le comprends parfaitement, avec la peur au ventre, avec beaucoup de doutes, mais ils seront présents au travail. Et ceux qui travaillent sont très importants parce que c'est comme ça qu'on a de l'eau qui arrive dans le robinet, c'est comme ça qu'on a de l'électricité, que nos déchets sont gérés, qu'on a à manger dans les supermarchés. Les et puis il y a aussi Bien sûr, il y a aussi ceux qui sont à la maison. Et on peut comprendre qu'étant confinés, étant en télétravail, on se pose beaucoup de questions. Et c'est une contrainte très forte qui pèse sur nos concitoyens. Mais le fait de rester chez soi, c'est aussi pour ceux qui ne participent pas à l'effort de guerre, entre guillemets, pour alimenter le front des soignants et puis pour assurer la continuité de la vie de la nation. Ce sont aussi des gens qui sont très importants parce que c'est grâce à eux qu'on freine la propagation de l'épidémie, qu'on casse les chaînes de contamination. Chacun à sa place, nous avons un rôle à jouer. Et il sera bien temps, après cette crise, de se poser la question, est-ce que tout a été fait en temps et en heure? Est-ce que les bonnes décisions ont été prises au bon moment? Mais je crois que quand on est en lutte, quand on est en guerre contre cet ennemi invisible, c'est pas le moment de se diviser, c'est pas le moment de jeter l'opprobre, le doute les uns sur les autres, ça n'a absolument aucun intérêt. Et bien au contraire, comme on l'a vu avec Lucille tout à l'heure, ça amoindrit les capacités et les forces de ceux qui sont au front. Beaucoup de questions encore, je vous demande si possible d'être assez brève. Opération Résilience, le président appelle l'armée en renfort, en soutien des services publics. Quel sera son rôle? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? L'objectif, c'est que cette opération résilience permette, évidemment, vous l'avez dit, d'apporter du soutien. Ça sera du soutien logistique, ça sera du soutien en protection le cas échéant. Ce sera aussi du soutien sanitaire parce que nous disposons du service de santé des armées qui peut aussi venir en aide aux médecins de l'hôpital public et de l'hôpital privé. Donc l'objectif, c'est que les armées puissent être sollicitées en tant que de besoin. Un exemple, nous avons d'ores et déjà pris la décision d'envoyer 2 bâtiments maritimes, 2 navires, l'un dans les Antilles, l'un dans l'océan Indien, le Dixmude notamment, qui permettra en fait d'apporter un soutien notamment sanitaire à ces territoires d'outre-mer. On a appris cette nuit que les soldats déployés en Irak, 200 hommes je crois, vont être rapatriés en France. Question précise, est-ce que ceux qui sont au Mali pour une opération antiterroriste très importante sont eux aussi susceptibles de revenir tout ou partie? Ce n'est pas envisagé à ce stade. Vous savez que l'opération Barkhane qui est menée actuellement est une opération importante de soutien, notamment dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, où on a des groupes djihadistes qui sont encore malheureusement très présents et leur présence auprès des populations locales est une présence qui est importante, surtout dans un moment où nous savons que l'Afrique est susceptible d'être durement touchée par le coronavirus et que cela peut contribuer. À ce stade, il n'en est pas question. Leur présence contribue aussi à stabiliser la situation au niveau local. Très bien. Et quand le gouvernement va-t-il informer les Français de la durée du confinement, au-delà de la quinzaine annoncée initialement?
Ça va venir dans les jours qui viennent. Nous souhaitons avoir une information complète, notamment avec un peu de recul sur les résultats du confinement dans l'Oise, qui a été l'un des premiers départements touchés, avec aussi un retour d'expérience sur ce qui se passe dans le Grand Est. Donc, au-delà des recommandations du Conseil scientifique, dont nous allons évidemment nous inspirer, puisque eux recommandent une durée au moins de 6 semaines pour ce confinement, on va compiler les données, regarder les choses et annoncer notre décision dans les tout prochains jours. Entre vendredi et dimanche, au plus tard lundi? Alors, j'ai pas la date exacte, mais effectivement, l'idée, c'est que dans les tout prochains jours, nous puissions Donc, ça n'est pas donner encore de la décidé, en visibilité fait, hein. aux Français. Oui. Ce que je vous disais, c'est que nous cherchons à compiler des données pour que la décision qu'on prendra soit une décision qui soit non seulement étayée scientifiquement, mais aussi enrichie de l'expérience que nous avons eue d'ores et déjà dans des départements qui ont été parmi les premiers touchés. Quand le gouvernement va-t-il publier les chiffres de mortalité dans les EHPAD, Sibeth Ndiaye? Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il y a une filière qui était bien établie pour remonter le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations dans les différents services. Ça se fait de manière quasiment automatique pour l'hôpital. Nous allons étendre ce procédé aux EHPAD, là où nous avons des personnes âgées, fragiles, qui sont aussi exposées au coronavirus. Et nous avons mis aussi en place avec le ministère de l'Intérieur des modalités qui permettront, via l'INSEE notamment, de remonter Est-ce que vous avez des premiers chiffres ou pas? Et la déclaration du nombre de décès. Est-ce que vous avez des premiers chiffres? Non, on ne dispose pas encore de premiers chiffres. On ne dispose pas encore de premiers chiffres. Vous savez, en France, on a à peu près 88% des données d'état civil pour ce qui est des décès qui sont remontés de manière électronique. Donc, on est en train de travailler en ce moment pour étendre ce chiffre-là de manière à avoir la vision la plus claire possible. Et c'est très important pour nous d'être transparent parce que la transparence est le gage de la confiance que les Français ont dans ce que réalise aujourd'hui l'exécutif. Donc, on rendra évidemment public ces chiffres dès lors qu'ils seront intégralement consolidés. Bon, voilà, le plus vite possible, je pense. Les Français les attendent pour avoir une vision effectivement très claire de la situation. Sibeth Ndiaye, 2 questions encore très importantes, mais des réponses brèves. Parmi les 25 ordonnances adoptées hier pour faire face aux conséquences économiques et sociales considérables qui attendent le pays, il y en a une qui passe mal. Elle concerne le droit du travail. Elle prévoit une modification des dates de congés payés et des dérogations à la durée maximale de travail. Par exemple, l'article 6, je ne veux pas tout le lire, il est très long, mais il stipule que la durée hebdomadaire maximale peut être portée à 60 heures, contre 48 actuellement. C'est un tollé dans l'opposition et du côté des syndicats. Par exemple, Laurent Berger, vous ne ferez pas travailler des salariés dans l'agroalimentaire 60 heures par semaine, c'est humainement, psychologiquement, physiologiquement impossible. Est-ce que vous maintenez cette mesure ? Oui, bien sûr, cette mesure est maintenue, mais je pense qu'il faut l'expliquer. Dans le moment où on est, il faut savoir prendre des mesures qui sont des mesures utiles pour maintenir les chaînes de production, parce qu'on a beaucoup de personnes qui, évidemment, ne peuvent pas venir travailler parce qu'elles doivent garder leurs enfants à la maison, qui n'ont pas de solution de garde. Et il est aussi important d'avoir des mesures de protection vis-à-vis des salariés. Donc, le fait de pouvoir réaménager les horaires, ne plus travailler en 3-8, mais en 2-12, par exemple, ce qui nécessite de réaménager le temps de travail hebdomadaire, de réaménager aussi les temps de repos. Ce sont des mesures qui ont été prises pour permettre à l'appareil productif de continuer à fonctionner dans un moment où justement il est très important et il est aussi très utile tout en assurant la protection des salariés parce que c'est d'abord notre première et unique préoccupation. C'est un effort que nous demandons pendant le temps de l'urgence sanitaire, donc ça ne modifie pas durablement le droit du travail. On reviendra à la normale dès lors que cet état d'urgence sera terminé. Pour finir, Sibeth Ndiaye, vous avez cru bon de préciser hier, nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. Je ne redis pas le contexte, mais bref, évidemment, ça a suscité, parce que c'était une formulation très particulière et étonnante, beaucoup de réactions. Vous avez fait votre mea culpa. La période n'autorise pas ce type de déclaration, maladroite, un peu légère quand même, non ?
Alors évidemment, dans la période, c'est très facile de critiquer, c'est très facile de faire en permanence des polémiques sur tout. Moi, je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. C'est pas forcément tous les jours évident. J'ai dit que j'avais eu une formule qui était complètement débile et qui était tout à fait maladroite envers les enseignants. J'aurais pu prendre un autre exemple, ça aurait été mieux, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler. Et le sens de ce que je voulais dire, c'était simplement qu'il n'y avait pas de contradiction entre le fait à la fois de dire que nos agriculteurs avaient besoin de gens pour récolter des fraises et des asperges en ce moment dans les champs partout sur le territoire, et expliquer en même temps qu'il fallait rester chez soi. Donc c'était simplement pour expliquer qu'on n'invitait pas à rompre le confinement pour aller à l'autre bout de la France. L'exemple des enseignants n'était pas le bon, je l'ai reconnu. Maintenant, si on doit faire des polémiques sur tout, je crains malheureusement que ça ne fasse pas beaucoup avancer dans la situation où on en est. Donc j'ai effectivement dit que ça avait été une erreur. Je m'en suis excusée. L'erreur, elle est humaine, et donc après, si vous considérez, ou si on considère de manière générale que aucune erreur n'est possible à aucun moment, je dis à ceux qui sont exclusivement sur les réseaux sociaux que malheureusement la vie, elle est faite aussi d'erreurs, mais aussi beaucoup de réussites. Le droit à l'erreur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir écouté ensemble sur LCI en direct tout à l'heure Lucille, l'infirmière. Merci Sibeth Ndiaye, bonne journée.